nous sommes le mardi 17 juillet 2018. Nous sommes de retour au Beausset. J'ai quelqu'un à côté de moi. Je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour Philippe, Bruno Fournier, président de l'Association internationale de tomatophilie. De retour au Beausset pour voir ce que vous faites, puisque à la fin du mois, ce sera la fête de la tomate. C'est un endroit où on s'est vu pour la première fois. Oui, on s'est vu pour la première fois, si je comprends bien, il y a 4 ans. Et on se suit depuis tout ce temps au travers des années et des diverses manifestations auxquelles je participe. On m'a conseillé il y a 4 ans d'interviewer Bruno Fournier. Je dois dire que c'est une histoire à épisode. Alors bien sûr, vous devez vous douter qu'on va pas repartir depuis le début. On se suit régulièrement, comme vous l'avez dit. Ce qui va être bien, c'est que justement, on va faire ce qui s'est passé entre l'année dernière, le précédent interview, et cette année. Je reviens bien sûr sur les lieux où ça se passe, au Beausset. C'est le même lieu, mais si vous me permettez l'expression, on ne reconnaît plus rien. Ça a complètement changé. Oui, on ne reconnaît plus rien. Il y a un an, je démarrais un nouveau jardin qui est composé de 2 parcelles, une parcelle de 2500 m² et une parcelle de 1200 m². Sur la plus grande, c'était pas cultivé depuis 30 ans. Donc nous sommes partis de zéro et nous avons maintenant changé le paysage, c'est le cas de dire. 2 tunnels se sont installés sur les lieux et nous avons modifié les cultures sur les 2 parcelles. Bien entendu des tomates, mais nous faisons aussi beaucoup d'autres choses, puisque le jardin est un jardin conservatoire des légumes anciens oubliés de la région Méditerranée. On a fait la visite, bien sûr. Il y a énormément de choses. Là, il va falloir des détails. Il y a 2 parties. Il y a ce qu'on appelle les plantes et légumes anciens du bassin méditerranéen. C'est tout ce qui touche la ratatouille. La ratatouille, c'est la tomate, la courgette et l'aubergine, avec un grand nombre de variétés dans ces diverses espèces. Il y a les melons. Il y a aussi les pois chiches, des pois chiches de différentes couleurs et de différents goûts, même si le bassin méditerranéen offre beaucoup de choses. On connaît le pois chiche classique, mais il existe des pois chiches noirs, des pois chiches verts, des pois chiches rouges. Il y a aussi beaucoup d'épices et de plantes aromatiques accompagnant ces légumes, des basilics. Il y a énormément de thym, des sauges. Il y a des lavandes, mais qui ne sont pas comestibles, disons, dans le sens pur du terme, quoiqu'il y a des possibilités. Et il y a d'autres légumes comme les origans, la marjolaine, etc. Plus tout un tas de nouvelles plantes qui viennent principalement d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. La première chose qui me vient à l'esprit, et je vous l'ai dit, donc à la fin du mois, je serai pas là. Je ne serai donc pas présent à la fête de la tomate. Or, justement, on avait pris l'habitude de se voir juste avant pour voir ce que vous alliez préparer pour cette fête de la tomate. Quand je vois comment c'est devenu maintenant, sur la prochaine fête de la tomate à Sifour, comment ça va se passer? Parce que avant, c'était une exposition. On exposait les différentes variétés de tomates. Autre chose également, parce que je me rappelle que j'avais eu des melons sur la précédente où j'étais allé. Comment ça va se passer cette année? Cette année, il y aura une petite présentation. Le stand, je pense qu'il fera la même dimension. Il y aura une petite présentation de nouvelles variétés de tomates qu'on a mises en culture. Cette année, il y a 750 variétés de cultivées, dont 250 complètement nouvelles que je n'ai jamais produites, qui viennent principalement des États-Unis et des anciens pays de l'Est. À côté de ça, il y aura, j'espère, des cousins de la tomate. J'ai mis en place une vingtaine d'espèces et variétés de légumes, fruits qui sont toutes membres de la famille des Solanacées, des aubergines, mais aussi beaucoup de plantes du Pérou, du Guatemala, du Honduras, etc. Ainsi que les épices qui les accompagnent pour faire des salsa, pour le guacamole, pour le chili con carne, etc., puisque je me suis spécialisé dans les plantes d'Amérique centrale. On va parler également du tissu relationnel qu'il y a maintenant au sein de cette association qui, rappelons-le, est internationale. Il y a des échanges de graines. C'est proprement hallucinant. En nombre de correspondants, vous l'estimez à combien maintenant? Le nombre de correspondants est énorme. Je ne suis pas tout seul, donc on a chacun nos rapports particuliers avec certains pays dans les membres de l'association, mais on est présent dans 80 pays à peu près dans le monde. Et pour ma part, juste après la fête de Sifour, je suis invité à présenter la première fête de la tomate en Roumanie, à Buzău. Le 4 août, je suis invité en tant que président de cette association internationale où nous avons 2-3 adhérents qui m'ont convié à venir leur donner un coup de pouce pour cette première exposition. Si on est dispo, interview par téléphone, c'est possible. On va essayer de faire ça.
Et espérons-le, parce qu'on a les moyens de le faire. Au niveau des échanges de graines, parce que là, il y a plein de choses à dire, surtout après la visite de ce matin. Depuis que Philippe fait ce type d'interview, que FR3 vient faire un petit reportage chaque année, notre association a pris de l'essor et je suis enchanté de voir des personnes que je ne connais pas ou que je ne connaissais pas, maintenant qu'ils sont plus ou moins venus des amis, qui partent en vacances dans les pays lointains et qui viennent me voir pour me ramener des graines aussi bien d'Asie, d'Amérique du Sud. Je reçois aussi de plus en plus de visites. Il y a 3 semaines, j'avais un couple de maraîchers argentins qui sont venus avec leurs graines, qui sont repartis avec des graines qu'ils ne connaissaient pas. Ils faisaient un petit tour d'Europe. J'ai eu aussi, il y a 15 jours, des personnes qui venaient de Malaisie, qui m'ont ramené des fleurs, des légumes venant de ces pays-là. Depuis 1 an, j'ai mis en culture principalement 2 espèces de fleurs comestibles pour lesquelles je me suis lancé dans la confection de sirops, de gelées et de confitures. Et en plus, ces plantes et fleurs comestibles ont des effets médicaux, donc sont bonnes pour la santé et aussi pour le plaisir, puisque avec ces fleurs, on arrive à faire des cocktails. J'ai écouté toutes les explications que vous m'avez données. À titre personnel, c'est d'abord très enrichissant. Comme vous l'avez dit, ça fait 4 ans que je vous suis. Il faut de la connaissance, déjà pour commencer, et on a affaire à des connaissances historiques. Il y a de la botanique, il y a de l'histoire, il y a de la culture, reconnaître les variétés. Tout ceci afin que vous puissiez, alors moi je vous observe, vous regardez une feuille, vous êtes capable de nous dire ce que c'est. Pour un citadin de la ville, on reste perplexe. Il faut savoir que c'est d'abord mon métier. Je suis retraité, j'ai 45 ans d'horticulture, j'ai 7 ans de formation horticole, j'ai toujours été passionné par la botanique, j'ai toujours été un bon vivant et un épicurien. J'apprécie la bonne chair et j'aime avoir du décor dans mon assiette. Donc je suis toujours à l'affût de fleurs, de fruits qui peuvent m'apporter un plaisir particulier pour moi et pour mes papilles. Et je teste. On fait énormément de tests dans nos serres. Il faut savoir qu'avec le réchauffement climatique, il va falloir travailler pour nos enfants et le futur. Les légumes d'aujourd'hui ne sont pas forcément les légumes de demain. Je travaille avec certains maraîchers pour lancer et tester des nouvelles cultures de plantes semi-exotiques, voire tropicales. Dans la serre ce matin, on a pu observer des plantes tropicales, même parfois assez qui ont du piquant, avec des fortes aiguilles, et qui donnent des fruits de type grenadille ou de type fruits de la passion avec des parfums envoûtants. Ça, ce sont des plantes qui sont testées, d'une part dans ma serre et aussi en situation réelle chez un maraîcher à Bandol et à Saint-Cyr. Alors, si j'ai bien compris depuis le début, l'association, c'était aussi de montrer les différentes variétés qui existent, dont certaines on ne les trouve pas par les circuits habituels d'achat. On voit des choses chez vous qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est vraiment le cas de le dire. Ce combat, parce que moi je pense que c'est un combat où on essaye justement que toutes ces variétés qui existent, que vous nous montrez, elles existent bien. Vous faites des foires avec. Est-ce que on poursuit toujours ce but d'offrir au final aux consommateurs, par rapport au circuit officiel, le fait d'enrichir le choix que peuvent avoir les personnes qui achètent? On a trouvé un nouveau système de distribution pour faire connaître ces fruits et légumes anciens, nouveaux ou oubliés. C'est de travailler avec, d'une part, les restaurateurs ou des maraîchers qui fournissent les restaurateurs étoilés ou non étoilés. Et depuis maintenant 2 ans, j'ai une démarche envers ces personnes. Et particulièrement et curieusement, de plus en plus de domaines viticoles créent leur propre restaurant ou en parallèle par rapport à la notoriété des domaines ont déjà un restaurant. Ce qui fait que depuis maintenant 2 ans, je travaille avec 4 domaines viticoles qui ont leur restaurant, 3 en France et 1 au Mexique. Oui, 1 au Mexique parce que le domaine viticole est géré par un Français originaire de Bandol qui s'est mis à lancer des cultures de tomates françaises ou autres dans sa région du Nord Mexique. Dans la région PACA,
Je travaille avec un domaine renommé qui est dans le Var à Correns, le château Miraval, tant au niveau tomate qu'en basilic. Ce domaine est géré par une société qui s'appelle la société Perrin, qui a un domaine dans le Gigondas, dans le Vaucluse, où nous avons créé, grâce au chef de culture, un jardin potager pour le restaurant de ce domaine. Et récemment au Bossé, je collabore avec la personne qui est en charge de la partie maraîchage du domaine. C'est le domaine Fond des Pères qui vient d'ouvrir un restaurant qui va avoir un établissement de production en autarcie, c'est-à-dire production de légumes, de fruits, de poulets de chair, de poules, etc. À travers les repas servis dans ces restaurants, vous pouvez déguster des légumes qu'on ne trouve pas spécialement dans le commerce. Je travaille aussi avec un maraîcher de la région centre de la France qui fournit des hôtels étoilés et aussi des cuisines telles que la Chambre des députés. J'ai une petite pensée pour lui aujourd'hui particulièrement parce qu'il a été dévasté hier par un orage de grêle qui met à mal son exploitation. Et c'est de le même dans le Bordelais où beaucoup de maraîchers ont souffert avec les orages de grêle. Est-ce que justement on peut compter sur l'association, les membres étrangers, pour continuer cette démarche d'offrir un choix plus important de variétés à la vente pour les consommateurs, alors qu'ils soient français ou internationaux d'ailleurs? Alors l'Europe vient nous donner un petit coup de main avec le changement sur le catalogue officiel et sur la liberté de produire des fruits et donc des graines de légumes anciens. Ça doit être mis en application dans les années à venir à travers une autre manifestation à laquelle je participerai fin août à Bruxelles. Nous sommes représentés par 5-6 nationalités. Nous faisons des échanges de graines entre associations ou entre collectionneurs. On promouvoit au niveau de l'Europe la diversité des légumes. C'est spécialisé en tomates, mais il y a aussi les piments, les poivrons, les aubergines. Donc ça se développe maintenant de plus en plus sur les autres légumes. Il y a aussi d'autres légumes, hein. Il y a les melons, tout ce que vous m'avez montré ce matin, les courgettes, les pommes de terre. Oui, il y a aussi les pommes de terre. Ah, les pommes de terre, il y en a toutes les couleurs, toutes les formes. Il y a toutes les couleurs, toutes les formes. Là, c'est déjà plus particulier, mais il faut savoir que dans certains pays, dont la France, le commerce de certaines espèces est contrôlé par quelques entreprises qui empêchaient la biodiversité de ces légumes ou de ces fruits. L'ouverture sur la possibilité de reproduire des semences va permettre pour les pommes de terre de trouver dans les années à venir, et je pense même dès l'année prochaine, puisque je connais l'un des producteurs qui va lancer ces produits, trouver des pommes de terre issues de graines en jeunes plants, qui va pouvoir vous donner une palette de toutes les couleurs possibles, qui va du blanc au noir, au violet, en passant par le rouge, avec des formes rondes, oblongues, ovales, etc. Et ça, dès l'année prochaine. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Alors on en a parlé dans les interviews précédentes, surtout quand on vient nous ici en reportage, c'est le goût. Alors le goût, faut développer ça parce que il y a le côté esthétique, il y a le côté des couleurs, des formes, etc. Je crois qu'on a quand même oublié l'essentiel dans l'histoire, c'est le goût des aliments, le goût des différentes variétés de tomates. Vous prenez une tomate, c'est un goût. Vous en prenez une autre, c'est un autre goût. On passe vraiment dans des goûts très très différents à l'intérieur de certaines catégories. Je suppose qu'au niveau des pommes de terre, c'est pareil. Quelque chose qu'il faut développer parce que tout ceci, tous ces fruits, ces légumes qui demandent, entre parenthèses, parce que je l'ai vu encore ce matin, je pense qu'il faudrait aussi peut-être, et Paul Zucconi l'avait souligné dans un interview, elle avait dit il faut beaucoup de travail. J'ai jamais oublié ça, parce que quand on vient ici, c'est le mal que vous vous donnez, vous êtes également tributaire, vous l'avez souligné, de la météo, des intempéries, on a eu une intempérie hier, on peut développer à la fois le goût, et puis peut-être également le travail que tout ceci demande. J'ai une recherche dans la diversité des variétés. Un genre possède plusieurs espèces, et dans ces espèces, il y a plusieurs variétés, et chaque variété n'a pas de légumes ou de fleurs, n'a pas forcément le même goût. Ce matin, je vous ai fait goûter un fruit que beaucoup de gens connaissent quand ils achètent des gâteaux ou quand ils vont au restaurant, il y a un petit fruit orange dans la décoration de l'assiette qui s'appelle le coqueret du Pérou. J'ai développé une variété de ce coqueret qui, lui, n'est pas rouge ni orange, mais jaune, qui a pour nom français la cerise de terre. La différence, c'est que ce fruit, au lieu d'avoir le côté goût un peu ananas, groseille, celui-là, il a un goût de miel. Et il est fabuleux. Toutes les personnes, puisque c'est en fruit depuis maintenant une quinzaine de jours, sont surpris par ce goût-là. Par ailleurs,
Dans le goût, il y a aussi les parfums des basiliques. Je suis en train de préparer donc la fête de Sifour. Ce week-end, j'ai fait 7 variétés de pesto avec des variétés de basilic différents. Du pesto citron naturel, un pesto aux couleurs asiatiques avec des basilic thaï mélangeant l'anis et la cannelle, ça va être surprenant. Et je vais faire d'autres basiliques encore en mélangeant des basiliques et des plantes aromatiques du Pérou ou du Mexique qui auront des parfums particuliers pour accompagner les sandwichs ou même les plats. Il faut goûter. Depuis 4 ans, je cultive une fleur qui est un chrysanthème qui était d'origine française, qui est reparti en Asie il y a 300 ou 400 ans et qui revient maintenant en masse avec les boutiques asiatiques et les restaurants asiatiques que vous avez. On vous sert une espèce de thé qui est un thé à la base de chrysanthème. Si ce chrysanthème asiatique est jaune, moi j'en suis arrivé avec une dizaine de variétés, des couleurs différentes et des parfums différents suivant la variété de la fleur. C'est surprenant parce que ces fleurs sont utilisées comme tisane, comme thé, comme plantes médicinales parce qu'elles ont beaucoup d'effets thérapeutiques. Dernièrement, je me suis lancé dans la culture d'une fleur bleue, qui est un pois bleu, une plante grimpante, qui est utilisée en Asie pour colorer les cocktails. Et ce qu'il y a avec une fleur bleue naturelle de départ, si on rajoute du citron, si on rajoute du safran, cette fleur bleue qui colore l'eau en moins de 5 minutes, qui colore les riz, les pâtes, etc. en bleu, si vous l'utilisez avec d'autres produits, ça va du bleu au vert, au rose, au violet, suivant l'ingrédient qu'il y a. Et ça permet d'avoir des cocktails très colorés, avec alcool ou sans alcool, et aussi d'avoir par exemple un restaurant de Bandol récemment a servi un homard avec un riz bleu qui était fait avec des fleurs venant de mon jardin. Alors une dernière petite chose qu'on a parlé, les capres. Depuis 20 ans, je me suis trouvé une passion parmi les légumes ou les fruits qu'on trouve dans la région Provence, c'est réintroduire les capriers en Provence. C'est chose faite avec la création d'un groupe de travail avec la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône et maintenant depuis 3 ans, on travaille dans le cadre du parc naturel régional Sud-Sainte-Baume à relancer la culture des capres comme autrefois, surtout dans les Bouches-du-Rhône, sur Cuges, sur Auriol, sur Auquevert. Les résultats sont concluants. Cette semaine, nous avons réalisé un atelier cueillette officiel pour pouvoir chronométrer la rentabilité de la cueillette et la mise en conserve. Et là, pour tous les professionnels qui seraient intéressés, nous cherchons à élargir le groupe. Pour l'instant, nous n'avons encore aucun producteur varois. Alors on revient et on termine sur là où ça a commencé, la fête de la tomate à Sifour, il y a 4 ans. L'édition 2018, c'est pour bientôt. Je répète que nous n'y serons pas, nous serons absents. L'avenir pour vous, c'est quoi ? L'avenir, il est bien assuré. Tomatophile a fait une émule en créant une petite association sœur qui s'appelle Cultive ta rue. L'année dernière, nous avons remporté les 3 prix les plus importants à Paris lors de notre présentation de tomates. La presse professionnelle et horticole et jardinage nous a surnommé les mousquetaires de la tomate. Nous sommes maintenant 5 grands collectionneurs de tomates français et nous allons remettre ça cette année au mois de septembre. Donc l'avenir de l'association internationale de tomatophilie, il n'y a pas de souci, elle va perdurer. Pour ma part, par contre, j'approche quand même 70 années. Il est temps que je trouve et je passe le relais à de plus jeunes pour développer et continuer le jardin dans le Var. Alors, si vous me permettez, excusez-moi de vous dire ça, vous êtes un puits de science de ce que vous avez expliqué ce matin, des choses que vous savez, de tout ce savoir que vous avez accumulé, de toutes ces connaissances, et qui continuent d'ailleurs, puisque on a des actions d'année en année. On en fait quoi après tout ça ? C'est très simple. Notre association est rentrée dans le cadre du parc national régional Sud-Sainte-Baume, et avec le parc, nous avons décidé de faire des ateliers de jardinage, techniques ou culturels, ou même seulement pratiques qui vont être à développer. Nos coordonnées sont dans le petit guide du parc et à partir de l'année prochaine, nous allons les développer. Cette année, c'était un petit peu juste, mais je vais essayer de transmettre aussi mon savoir aux personnes qui seront intéressées.